tout le monde. Bon, alors on a décidé de traiter un petit thème qui nous semble important en fantaisie. On ne sera pas forcément exhaustif, on ne va pas parler de tout, on n'a pas tous les exemples en tête qui pourraient s'en vanter, mais on va commencer par ce qu'on connaît un peu et si à la suite et à l'issue vous avez des questions ou des idées à nous apporter ou des exemples qui vous semblent pertinents dans ce qu'on a traité, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Donc, la forêt pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Ouais, ça marche, on était pas sûrs sur cette blague. Ouais, c'est Valérie. Hein. C'est elle qui a fait le PowerPoint. Non, tout le monde sait que je suis incapable de faire un PowerPoint, donc... Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça la forêt dont on va parler. Non. Ah. Je tourne les pages en même temps, c'est ça qui est pratique. Donc, la forêt, c'est dans un récit classique en fantasy, c'est des lieux assez archétypaux. Donc, on peut trouver par exemple d'autres comme autres lieux. Nous, on a choisi de parler de la forêt, mais comme autres lieux archétypaux en fantasy, on peut trouver principalement la place militaire, le château fort, citadelle, le lieu de socialisation. Donc, ça va être le petit village, le bourg, enfin les endroits où les gens vont se regrouper. Le repère de l'ennemi. L'empire voisin, la cité rivale, voire le grand nord derrière le mur. Alors le grand nord derrière le mur, c'est aussi un petit peu le lieu de mystère. Hein, alors le mystère, c'est le continent au-delà des mers, et parfois aussi, un truc qui est tout proche, mais quand même inquiétant, la forêt. C'est pour ça que je le dis. Alors, c'est quoi ce lieu de mystère qui va être considéré comme le berceau des origines dans certaines œuvres? On va prendre un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est la forêt des Mitago de Robert Holstock. Et on va souvent y revenir. On va souvent y revenir, hein, parce que comme dit le titre, ça parle de ce qui nous intéresse. Donc, dans cette œuvre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une forêt qui abrite l'ensemble des mythes qui ont été créés par l'homme, parce que c'est une forêt, en fait, la forêt des Riots, qui date de la dernière glaciation, qui est plusieurs fois millénaire, et elle regroupe en fait toutes les versions de tous les mythes en fait, qui ont traversé les âges, qui ont été créés par les hommes. Donc on a Jason, on va croiser aussi bien Jason et les Argonautes que le soldat inconnu à plusieurs versions de mythes de Robin des Bois ou encore du cycle arthurien. Et on a aussi au-delà de Holstock, on va avoir beaucoup d'œuvres qui parlent de forêts hantées, forêts maudites, ou voire simplement interdites. En fait, la forêt, à l'instar d'une maison, c'est une sorte de propriété privée. C'est elle qui décide si vous pouvez entrer ou non, si vous avez la permission. Chez Holstock, George Huxley, le père, en fait, dont le récit est relaté dans le premier tome de la forêt de Mitago, cherche constamment en fait, des entrées dans cette forêt qui essayent à chaque fois de l'empêcher de rentrer. Donc la forêt est considérée comme source à l'origine de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est imaginé. C'est le parti pris de Holstock. Et donc là, je vous parlais de la forêt de Holstock. Donc là, vous avez une version de Guenièvre en fait, qui revient souvent dans le livre, qui est plus honnête. En fait. Alors, autre que la forêt berceau d'imagination, il y a aussi l'arbre à l'origine physiquement de la création du monde. Alors, bien évidemment, on est des fans de fantasy, donc on a forcément évoqué Tolkien. Vous avez peut-être reconnu les arbres du Valinor, donc Telperion et Laureline, qui représentent le soleil féminin et la lune masculine. Et les arbres du Valinor sont intéressants parce qu'en fait, ils sont la connexion entre le ciel et la terre. Et en ce sens, cette vision de Tolkien se rapproche vraiment de celle de l'Axis Mundis, en fait, le mythe de l'axe du monde. On reviendra sur la forêt chez Tolkien, bien évidemment. Alors, en élargissant justement la vision de l'arbre créateur, la forêt devient, en certaines occasions, le lieu de culte. Donc, on a dit qu'elle pouvait être le berceau des origines, mais en prolongement, elle devient un lieu sacré. C'est un espace naturel, inviolé, qui est de ce fait sacralisé, et c'est donc souvent un espace à forte connotation religieuse, quelle que soit la religion dont on parle et quelle que soit
les dieux qui sont choisis. Et donc en matière de lieux de culte, il y a bien évidemment la mythologie celtique qui tourne, tout ce qui tourne autour des druides et de la forêt, et qui est parfaitement reprise dans le Trône de Fer. Vous avez entendu parler de ce livre? La série, non, ça va pas faire donc la religion dans le Trône de Fer de Martine tourne autour vraiment de la puissance de l'arbre qui incarne les anciens dieux. Dans l'œuvre, la forêt est vraiment la réponse religieuse à un environnement froid et hostile, parce que ceux qui prient, là où la religion des anciens dieux est encore très présente, c'est dans le nord, c'est là où c'est dans un climat très rude. Paradoxalement, elle s'oppose à une religion beaucoup plus humanisée qui, elle, est adossée à un environnement raffiné, beaucoup plus doux. Le sud, là où il fait plus chaud. C'est plus cool le sud. Ouais, le sud, c'est King's Landing, tout ça, c'est tellement sympathique. Voilà. Et donc pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec l'univers de George Martin, il s'agit vraiment de rites très simples. On prie devant des arbres qui ont un visage creusé dans leur tronc. Mais pour le reste, il est intéressant de constater que cette religion des anciens dieux, même si elle est plus vieille, elle conserve une aura de mystère constamment tout au long du cycle. Aura de mystère qui va avec l'aura de la forêt. Alors justement, quand toute la magie quitte un monde, chassée par la civilisation ou les forces des ténèbres, parce que c'est pas toujours la civilisation qui les chasse, c'est parmi les arbres que la magie survit le plus longtemps. Et c'est là qu'éventuellement elle pourra renaître. Ouais, je sais. Donc, on va prendre un petit exemple. Je vais montrer une belle image. Donc, alors, peut-être certains d'entre vous ont peut-être reconnu le jeu vidéo Okami, qui est un jeu qui est sorti en 2006 et qui d'ailleurs a fait faire faillite à sa société. Malheureusement, comme tous les bons jeux, il n'a pas marché. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est un jeu qui est basé sur la mythologie japonaise Shinto, où tu vois... Tu veux dire tous les jeux qui ont un peu de fond Oui, voilà, exactement. Non, il est très joli en plus, il est tout fait en estampe japonaise, c'est vraiment ça vaut le coup. Donc en fait c'est basé par exemple sur la mythologie japonaise. Le monde est envahi par les ténèbres suite à la résurrection d'un démon. Et Amaterasu, qui incarne une divinité en fait, donc, sous la forme d'un loup blanc stylisé. Si, c'est un loup blanc. Oui. Doit faire refleurir, en fait, le but de cette déesse, c'est de faire refleurir les arbres sacrés du monde pour chasser les ténèbres. Alors c'est très amusant dans le jeu parce qu'en fait vous faites courir le loup et partout où il passe, en fait, il fait pousser des fleurs. On s'étonne de la faillite. Alors, en tant que berceau des origines, et donc lieu primordial pour tous, la forêt devrait être un lieu vécu et connu, alors qu'en fait il n'en est rien. Pourquoi tant de mystère, Guillaume? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on voit ce petit signe du chaos sur cette diapo? Eh bien, parce que la forêt, c'est à la fois, comme vous pouvez le lire, un lieu clos, qui est complètement autosuffisant, c'est vraiment une antithèse de la civilisation, et l'homme y est étranger. Et donc, sur une échelle jeu de rôle, la forêt, elle est clairement chaotique. Oui, je sais, pas chaotique mauvaise comme moi, mais chaotique. Et donc, c'est parce que c'est vraiment un espace privé, c'est complètement autonome, et elle est à la fois crainte, admirée, respectée, ce qui nous amène en fait à parler de sa relation avec le monde extérieur, et plus précisément la civilisation qui est son antithèse. Donc, c'est là que je tenais cette... Voilà. Donc, alors, la forêt, en fait, les rapports avec son environnement sont de trois types, généralement. Donc, ça peut être conflictuel, ça peut être fusionnel, ou on peut cohabiter avec la forêt. On va vous détailler ces trois cas plus précisément. Donc, dans un rapport de type conflictuel, je ne vais rien vous apprendre en disant que la forêt peut être dangereuse. C'est assez logique. De par ses habitants, sa faune, parfois même sa flore,
Et je ne sais pas si tu le sais Valérie, mais il est fort déconseillé de se promener dans les bois au risque d'y rencontrer le grand méchant loup. Ah, c'est là qu'il Tu est. feras attention la D'accord. prochaine fois. Écoute-moi. Donc là vous avez une illustration de John Ho de la forêt des Mitago qui illustre un petit peu le danger. Alors malheureusement là on le voit un petit peu moins, mais on a une, là je sais pas si vous voyez, là ça peut être vu comme un œil. Vous avez des dents, enfin c'est vraiment une forêt inquiétante, dangereuse. C'est bien qu'il vous explique parce que moi j'avais rien vu non plus. Hein. Donc voilà. Les dents, tout ça, si vous les voyez mieux que moi, vous n'hésitez pas. Non, hein. Regardez là, ça. Donc c'est autre exemple. Si, ça y est, tout le monde l'a vu. Il est là. Faites comme ça. Et là, si vous avez de l'imagination, ça peut être des dents, ça peut être une bouche. Bref. Ouais, mais on n'a pas été. On est en fantaisie, il ne faut pas chercher à tout comprendre. On est tous drogués, enfin, on boit pas du tout. Non. Alors, on a d'autres exemples de rencontres malheureuses dans les forêts. Enfin, si vous vous rappelez, si vous avez vu les Monty Python, vous pouvez très bien croiser le chevalier noir, peut-être pas si dangereux que ça, mais qui peut être une rencontre agressive et pas forcément agréable. T'as parlé du vieux saule? Et non. Okay, non. C'est dommage de passer à côté du vieux saule dans le Seigneur des Anneaux. Mais j'allais y venir, ma chère Valérie. Ceux qui nous connaissent savent que s'il n'en a pas parlé, c'est qu'il a oublié. Voilà. Donc le vieux saule, dans le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est le saule qui avale les hobbits alors qu'il s'y repose contre son tronc. Un bel exemple de forêt légèrement agressive. Alors, tout comme nous avons parlé de la forêt berceau des origines, elle est aussi berceau des peurs primales. Alors, pour revenir à la forêt des Mitago de Holstock, certains auront peut-être reconnu une illustration de l'Urskumug. On répète tous ensemble, hein? Urskumug. Interrogation à la fin. Donc, l'Urskumug incarne vraiment la première véritable peur de l'humanité. C'est vraiment un être terrifiant qui d'ailleurs pourchasse l'un des héros dans le premier tome et qui est vraiment l'incarnation des premières peurs. Donc la forêt c'est donc un endroit où finalement l'étrangeté, la magie, le désordre peuvent occuper une part importante et qui vont la rendre menaçante aux yeux des hommes. Elle désoriente les intrus qui pénètrent dans son espace, elle perturbe leur sens, leurs repères. Rappelez-vous de Blanche-Neige, même si elle n'est pas très finaude, ça fait quand même super peur. Donc voilà, la forêt se définit avant tout, elle est menaçante aussi grâce à son écosystème. Donc la forêt est un lieu d'expérience nouvelle, où la perte de repères est renforcée pour tout étranger au système. Et l'étranger qui est en opposition conflictuelle avec la forêt peut aussi évoluer vers la cohabitation. Donc, Origine, donc vous voyez, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation qui est sorti en 2006. En même temps que le jeu qui n'a pas marché. Je suis pas sûr que lui, il a plus marché. Si, il a marché. Alors, donc, en fait, l'histoire, la Terre a été dévastée il y a 300 ans de cela par une forêt génétiquement modifiée par l'homme et qui, depuis, impose en fait, sa loi en fait, aux humains qui ont le choix soit de respecter ses dictats, soit d'être punis par elle, soit, si la forêt l'accepte, de carrément fusionner avec elle. Et de cette fusion, en fait, les hommes deviennent des espèces d'êtres améliorés qui peuvent faire des bonds de 10 mètres, qui sont super forts, qui ont les cheveux blancs, mais qui, à force d'user de leur nouveau pouvoir, finissent par se transformer en arbres, ce qui est ballot. Mais c'est l'archétype de la fusion. Exactement. Donc là, vous pouvez voir le héros qui devient un être amélioré dans le film d'animation, donc avec les cheveux blancs. Et donc dans ce film, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a le rapport conflictuel qui est illustré à travers une nation humaine, celle de Ragna, qui elle s'oppose clairement à la tyrannie de la forêt, donc elle a récupéré toutes les technologies humaines, et elle compte réinstaller la domination de l'homme sur
clair. Donc ici, dans ce film, on a vraiment les trois types d'attitudes. On a l'opposition, on a la cohabitation avec la cité qui est en face de Ragna, qui, elle, essaye de cohabiter avec la forêt. Et on a la fuite. Et donc un autre exemple intéressant pour nous, c'est le cas de Princesse Mononoke de Miyazaki, car dans ce film d'animation, si certains maintiennent le conflit, si certains humains maintiennent le conflit, comme Damegoshi, l'héroïne San, que vous voyez ici, a clairement fait le choix de défendre la forêt des anciens dieux, et en ce sens, elle est une incarnation parfaite de la fusion avec la forêt. C'est vraiment une sorte de green warrior, une écolo extrémiste, pour qui la préservation de la forêt est devenue plus importante que le devenir de sa propre espèce à elle. À l'opposé, vous avez le héros, donc Ashitaka, qui lui incarne véritablement la cohabitation. D'ailleurs, on le voit très bien sur ces images, il est accepté par la forêt, par les anciens dieux et par les humains. Donc oui, c'est clair. Voilà, donc là on doit discuter avec un ancien dieu, et là il est aux côtés des humains. C'est un thème qui est quand même récurrent dans l'animation japonaise, le côté conflit, cohabitation avec la forêt, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Oui, tout à fait. Mais on oppose civilisation et civilisation vraie. On y vient tout de suite. Alors, donc, ce qui nous amène à la troisième partie, donc la forêt dans le dispositif narratif d'une œuvre de fantasy. Donc, comme on vient de le voir chez Miyazaki, la forêt c'est un terrain propice de développement à une quête initiatique, à une quête d'apprentissage. Comme dans certains récits fantasy en fait. Exactement. Donc, là vous avez le schéma directeur de la fiction miyazakienne qui Prenez des notes. que vous pouvez retrouver dans le très beau livre qui est paru aux éditions de Bouton électrique de Raphaël Colson et Gallerini, donc qui explique en fait... Ça s'appelle Cartographie d'un univers. Hayao Miyazaki, Cartographie d'un univers. On vous donnera les références à la fin si vous les souvenez. Donc en fait sur ce schéma, vous avez clairement expliqué le fonctionnement... Et-toi devant le rétroprojecteur, ça va beaucoup mieux marcher. Le fonctionnement de l'histoire. Donc ça part toujours en général d'un espace fermé. Le héros, l'héroïne, le couple de héros vont habiter dans un village à l'extérieur de la civilisation, et va venir en fait une intrusion extérieure qui va les forcer en fait à quitter cet espace fermé pour démarrer une quête initiatique. Ensuite vont s'en suivre un tas d'aventures, ils vont rencontrer plusieurs obstacles. Parmi ces obstacles, vous allez avoir la civilisation, vous allez avoir la nature et la société. Je le disais. À la fin de ces pérégrinations, les héros vont passer par un passage qui va les amener vers un ailleurs qui est un autre espace fermé, où ils vont trouver leur jardin secret et qui est souvent ce qui va les faire avancer, échanger, évoluer. On retrouve souvent, vers la fin, on retrouve souvent une cabane au fond des bois. Si vous avez vu le voyage de Chihiro. Chez Voltaire aussi. Chez Voltaire aussi. C'est moins fantaisie. Mais si vous avez vu le voyage de Chihiro, par exemple, à la fin de sa quête, elle rentre dans une cabane en bois, ce qui illustre vraiment la fin de son calvaire, de ses pérégrinations. Alors, au-delà des positionnements qu'on a déjà évoqués, en tant qu'élément de narration, la forêt peut être une étape refuge pour les protagonistes, justement parce qu'elle est un désert d'humanité dans lequel seuls les déviants s'isolent, j'ai mis des guillemets autour de déviants, pour se couper volontairement de la civilisation. Alors, parmi ces humains exceptionnels qui ont fait le choix de l'isolement, on pourrait citer Merlin, qui est lui vraiment lié à la forêt, qui incarne une sorte d'esprit universel en osmose directe avec la nature. Face à la douleur que peut représenter la civilisation, la société, la forêt représente véritablement le seul endroit dans lequel Merlin peut recouvrer une certaine sérénité.
Bon, cette notion de refuge est aussi à modérer, hein, parce que pour le cas de Merlin, Brocéliande incarne également son lieu de retraite, d'emprisonnement ou de mort. Alors, la notion de refuge est par ailleurs souvent utilisée chez Tolkien. La forêt est un endroit où les personnes traquées peuvent échapper plus facilement à leurs poursuivants, qui eux ne sont pas familiers à l'environnement. Tolkien étant souvent dans la dualité, c'est un refuge et c'est un refuge qui finit par se retourner contre vous. Je ne vais pas vous faire tout l'exemplaire de ce qui se passe chez Tolkien, mais quand on se repose ou quand on se réfugie dans la forêt, ça a un prix. L'imaginaire collectif est bien sûr marqué par l'exemple de Blanche-Neige, dont Guillaume a parlé tout à l'heure, qui après s'y être perdue dans la forêt, finit par y trouver refuge quand elle accepte, quand elle se rend compte qu'on passe de la nuit au jour et quand elle se rend compte que tout ce qu'elle a imaginé, donc tout ce qu'elle a amené avec elle comme projection, ça disparaît une fois que la lumière se fait. Et elle évite le courroux de la reine, mais surtout elle fait de la forêt l'endroit où elle devient elle-même la reine de son domaine. Où elle s'épanouit en faisant le ménage. Version Disney. Alors, en fonction du comportement et de l'état d'esprit de celui qui investit la forêt, la forêt revêt des caractéristiques qui peuvent être donc complètement opposées. Et pour reparler un petit peu de Lewis mais aussi de Tolkien, les forêts, comme tu l'as très bien dit, sont véritablement des refuges qui abritent tout un tas de petits peuples, donc les Dryades, les Elfes, petits peuples de la forêt. Elles sont aussi la chasse gardée des Ents. Chez Tolkien, pas chez Lewis. Chez Tolkien. Et qui incarne finalement la disparition de la magie d'un monde, la raréfaction, enfin le désenchantement. Ça va marcher. Je n'ai pas penché sur ce tu vois, mais bon, raréfaction. Voilà. Donc les forêts, elles sont véritablement anciennes et elles conservent la mémoire du temps qui ne se mesure pas en années. On voit chez les Elfes, tout est très long, très lent, c'est d'ailleurs un passage très long à lire. Dominique n'est pas là, on peut se permettre. C'est très expert Tolkien. Donc on le voit, hein, tout ce qui est l'amassement de mousse dans leurs vallons. Tout ce qui est mousse n'est pas bien. Juste ça. Donc en narration fantasy, l'un des thèmes récurrents, c'est la quête intérieure. Donc par exemple, chez Holdstock... on avait dit qu'on en parlerait beaucoup. Hein. Donc, chaque héros des 4 tomes des Mitago, simple maintenant, accomplit sa propre quête personnelle. Chez cet auteur, la forêt, c'est véritablement une transposition de la psyché humaine. Et on peut établir un parallèle finalement avec la vision de Carl Jung. Les Mitago sont des archétypes qui sortis tout droit du subconscient des hommes. La forêt des Ryopes, elle pourrait vraiment être vue en fait, en grossissant, comme une gigantesque image du cerveau de l'homme. Et comme le dit Brian Aldiss dans sa préface au Mitago, la forêt des Ryopes incarne cette terrible métaphore de notre labyrinthe mental. Et donc, vous avez tous la conscience de votre labyrinthe mental. Ouais, c'est puissant. Donc chez Holdstock, on a vraiment ça, comme chez d'autres auteurs qui choisissent la forêt comme lieu d'accomplissement de la quête, où les personnages pénètrent dans la forêt pour y effectuer un cheminement intérieur. Les personnages semblent chercher quelqu'un ou quelque chose. Chez Holdstock, c'est clairement ça. Mais au final, ils finissent par se trouver eux-mêmes. Ça, c'est beau. Oui, là, c'est moi. On allait forcément parler. Parce qu'un autre exemple de ce genre, vous aurez bien évidemment reconnu le héros de la série Legend of Zelda de jeux vidéo. Donc là, on est vraiment dans une quête d'un style vraiment très classique, sauf que là, la forêt est vraiment un lieu qui transforme, qui fait passer du stade enfant au stade adulte, jeune adulte. Car là, on a vraiment toute l'imprégnation de la sagesse de la forêt qui fait grandir, qui fait évoluer et rendre super beau gosse. Pareil, beau gosse. Guillaume n'a jamais été en forêt.
Ça s'achève. On va passer à la conclusion. Bon, la forêt, de par sa nature spécifique, incarne le début de toute chose. Elle est en quelque sorte un point de départ, de référence, vers lequel on peut finir par revenir pour s'accomplir. Nous, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller vous y perdre pour en sortir grandi. Et nous aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ils ont tous fait gaffe. Ah, ça fait pas. Une remarque quand même, en fait, et ça revient au plus un peu, la forêt symbolise aussi le recyclage. Exactement. Ça, c'est un truc le plus important et qu'on sait notamment dans nos écarts à l'élevance, c'est la forêt qui permet de recycler l'activité humaine pour faire revenir à la nature, revenir à quelque chose de normal. Oui, la mère de nos os. Et tout se transforme. Oui. Et donc, quelque part, la forêt, c'est aussi le refuge de l'humanité. Quand l'humanité n'y vient pas en opposition. Voilà. Exactement. Moi, je pensais à Druide, de l'univers perdu, Ouais. où la forêt est également une prison. Parce que, sans vouloir complètement spoiler, mais et des bannières. Tu sais comme j'aime ça. Mais il y a une notion d'enfermement qui est extrêmement présente dans ce roman. Et la forêt est à la fois lieu d'accueil pour les druides et en même temps lieu de mort, parce qu'il y a quelque chose qui y vit et qui est extrêmement... Pour moi, c'est le prolongement de l'archétype de Merlin, le druide de l'univers perdu. C'est vraiment ça, quoi. Il y a un truc sur... Tu choisis d'y rester, mais tu peux accepter l'idée que tu vas y mourir, quoi. Ouais. Enfin, Merlin, pour moi, Merlin, c'est ça. En dehors du fait que Viviane le fait prisonnier dans certaines... Après, ça dépend quelle version de Merlin tu prends, mais dans certaines, il est la forêt. Oui. Mais quand tu deviens quelque chose, tu es enfermé dans ce que ça représente. Après, C'est aussi une forme d'enfermement. Qui apparaît